Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. Le 16 décembre 2017, par la voix du New York Times, nous apprenions que les USA avaient dépensé 22 millions de dollars pour étudier les ovnis. Le journal appuyait ces révélations par la diffusion d'une vidéo d'avion de chasse américain lancé à la poursuite d'objets volants qu'il n'arrivait pas à identifier. Depuis, le Sénat américain ne cesse de vouloir plus de transparence et surtout le sujet ovni est devenu digne d'intérêt dans les médias dits de masse. On en parle ici. OVNI et Pentagone que nous cachent les USA, c'est inédit avec Luc Dini. Alors bienvenue dans Face au Mystère. Bonjour Luc. Bonjour Bob. Je suis ravi de vous accueillir pour un sujet qui nous tient à cœur, et vous et moi, ce sujet des ovnis. Alors, vous êtes président de la commission 3AF. Vous allez peut-être nous expliquer à quoi sert cette commission. Et puis, on va tout au long de cette émission essayer, bien sûr, d'en savoir plus sur ce sujet ovni et la déclassification, parce que vous êtes là pour cet ouvrage. Luc Dini, OVNI, lumière sur les dossiers déclassifiés du Pentagone. Alors, je disais 2017 les révélations par le New York Times, 2020 la déclassification, et puis grâce à tout cela, on en apprend un petit peu plus. La 3AF alors, ça c'est alors la 3AF en fait c'est une association, loi 1901, qui veut dire Association aéronautique et astronautique de France. Qui réunit à peu près 1400, 1500 membres, ça dépend des années. Également un certain nombre d'entités, des grands groupes industriels de l'aéronautique, des institutions, parmi lesquelles le CNES, l'Agence spatiale française, l'aviation civile, et la Délégation générale pour l'armement, qui est un organisme du ministère de la Défense qui est en charge des programmes d'armement. Et en fait, cette association a, je dirais, un double rôle. Le premier, qui est globalement de réunir des experts et d'animer un certain nombre de conférences internationales sur des sujets très divers, parmi lesquels la propulsion spatiale, l'optronique, enfin bref. Et puis, il y a des commissions d'experts. Des petits groupes, voilà, il y en a une vingtaine à peu près, qui, selon les commissions, réunissent entre 15, 20, 25 personnes, et qui vont s'attacher à mener des travaux de réflexion sur différents thèmes. Alors, vous avez des thèmes très classiques, les matériaux aéronautiques, les voilures tournantes, etc. Puis il en est un qui est très exotique et très à part, qui s'appelle la commission Sigma 2, et qui traite de l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et j'ai le plaisir et l'honneur de présider cette commission. Voilà. Est-ce que ça a été facile de créer ce groupe au sein de Sigma 2? Parce qu'effectivement, on a toujours la sensation, vous avez prononcé le mot armée, que en France, on s'en fout un peu, que finalement, c'est un peu mis sous le tapis. Et là, on a visiblement une commission plutôt à caution, qui s'intéresse à ce sujet. Est-ce que ça a été compliqué? Alors, il est difficile de dire si ça a été compliqué de la créer, car je ne suis pas à l'initiative de la création de cette commission. Vous l'avez rejoint en 2013, je crois. Je l'ai rejoint c'est ça, enfin fin 2012. Voilà. Donc, elle a été créée en 2008. Elle s'appelait la commission PAN. Je crois savoir qu'il y a eu une grande manifestation avec invitation d'attachés de défense, etc., etc. Donc tout ça a été fait en grande pompe. Depuis, le format est, je dirais, un peu plus réduit et discret, mais concentré, en fait, de l'ADN d'experts venant de différents domaines. Domaine défense, soyons clairs, des ingénieurs civils, des anciens militaires, pilotes. Il y avait évidemment à l'origine des personnes tout à fait connu et remarquable, Jean-François Clairvoy, qui fait toujours partie de la commission. On a reçu ici. Voilà, je ne vais pas faire sa bio, non, elle est connue. Voilà, il y a parmi différents intervenants l'ingénieur général Bescon. Pierre Bescon qui a préfacé votre livre. Tout à fait, et qui fait partie de Cometa. Ancien directeur du CNES, enfin bref, donc avec aussi un profil tout à fait intéressant. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a également d'autres
membres que j'ai attirés, des ingénieurs qui ont fait de la recherche aérospatiale pour la défense. Il y a un médecin spécialiste des rayonnements. Donc, en fait, on a une équipe composite. Et cette équipe composite, elle s'est réunie au fond à la faveur des événements qui sont passés, je dirais récemment, puis aussi des contacts que j'avais. Donc, nous sommes, je dirais, dans un contexte de bénévoles. C'est une association, hein, c'est pas un job. Donc, évidemment, on y consacre du temps, mais du temps de loisir. Bien sûr. Mais par contre, ça reste très professionnel quand même, parce que les gens ont un background extrêmement sérieux. Et je peux vous dire que on a reçu le 3 novembre Christopher Mellon en marge du colloque Eco Event qui a eu lieu le samedi et le dimanche. Nous avons reçu au cœur de la 3F avec Jacques Vallée. Pierre Bescon était là. Et Chris Mellon m'a dit il était un peu étonné, au fond, du tissu d'expertise que nous avons, et qui est aussi au service, et je vais rebondir et terminer là sur cet aspect-là, mais qui est aussi au service et en interaction avec le GEPAN. C'est-à-dire que le GEPAN a un collège d'experts, certains de la commission Sigma 2 font partie de ce collège d'experts, et nous sommes à disposition pour apporter un éclairage sur tel ou tel cas, selon le besoin. On parlera du GEPAN un petit peu plus tard, parce que je voudrais avoir votre expertise par rapport à cette entité, cette officine, qui est assez discrète, hein, puisqu'on n'entend pas beaucoup parler les gens du GEPAN, mais surtout dans les médias, mais on y reviendra. Donc je le disais, tout a basculé finalement avec un article du New York Times. On a tous été un peu surpris. Alors, pas forcément chez nous à BTLV, parce qu'on sait quand même que depuis longtemps, c'est normal, il y a certainement des groupes de travail un peu secrets au sein des services militaires, parce qu'il y a des engins qui croisent dans le ciel et qu'on doit, au nom de la sécurité, un peu faire attention et pas dire tout et n'importe quoi, parce qu'on le sait que dans le dossier OVNI, il y a des raccourcis qui sont rapidement faits. Mais effectivement, le grand public, et notamment américain, a découvert, et d'ailleurs il a été plus surpris qu'on ait dépensé 22 millions de dollars, presque le public américain, que le sujet lui-même, qui a interpellé le public, parce que les Américains aiment savoir où vont leur argent. Donc 22 millions de dollars, ce qui n'est pas une somme monstrueuse quand même, Luc Dini, au vu du truc, parce que... C'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau par rapport, mais c'est un black projet, un black programme, et c'est ça qui a énervé un petit peu. Alors, c'est un black programme. En fait, on s'est beaucoup interrogé sur la genèse de ce projet-là, et de savoir ce qu'il signifiait en réalité. Était-ce, je dirais, la partie émergée de l'iceberg, ou autre chose? En fait, il y a deux évidences finalement qui ressortent je dirais, des débats qui ont eu lieu depuis 3 ans ou plus, et notamment suite aux discussions que j'ai pu et qu'on a pu avoir avec Christopher Mellon, qui a apporté un éclairage sur la genèse. En fait, on a remarqué, et c'était déjà dans les rapports Sigma 2 en 2015, je dirais une montée en puissance de communication sur le sujet depuis 2013-2014. 2017, c'est la goutte d'eau. C'est, je dirais, un point tournant avec les fameux articles, New York Times, Politico, etc., par l'intervention de Leslie Kean, mais Leslie Kean était déjà très active avant. Ouais, je me souviens, parce qu'on l'a reçu ici en fou. Et il parlait déjà de tout cela. Exactement. Et en fait, on s'est posé la question, que se passe-t-il? Y a-t-il un changement? Et si oui, quoi donc? C'était 3 questions qu'on a, je dirais, répétées depuis, mais qui étaient tout à fait essentielles. Y a-t-il un changement de posture américain, officiel? Y a-t-il une volonté de partager de l'information, des données? Et enfin, quid au fond de l'hypothèse dite extraterrestre? 3 questions fondamentales. Bon. Tout ce que l'on peut répondre aujourd'hui, c'est oui, il y a un changement de posture américain. Changement de posture qui est néanmoins très controversé. Et là, je dirais, pour revenir à l'origine des choses, en fait, le point de départ, c'est le fameux programme, non pas A-type, comme ça a été médiatisé, Christopher Mellon rappelait en réalité que le programme, c'était le programme qui s'appelait Advanced Aerospace Weapon System Project, qui est le programme qui s'est déroulé entre 2008 et 2010, à l'initiative, en fait, de certains membres du Congrès américain, qui ont pu embarquer, en quelque sorte, un budget
de 22 millions de dollars, pris en charge par l'agence de renseignement de défense, la DIA, pour piloter ce projet et mener des investigations sur le sujet des pompes. Pourquoi ? Parce qu'il y avait effectivement ces témoignages de pilotes de la Navy qui commençaient, je dirais, à diffuser. Et Christopher Mellon nous a expliqué que le programme étant achevé, parce qu'en fait, ils ont eu 22 millions de dollars, des cartouches à brûler en 2 ans. Ouais. Ils ont réuni des experts. Jacques Vallée était au nombre de ceux-là. Il a fait créer une base de données qui s'appelle Capella, 260 000 cas. Deuxième question tout à l'heure, partage des données. Non, il n'y a pas de partage de données. Il y a des données qui sont classifiées, elles n'ont pas été mises sur la place publique. Vous commencez à avoir des cas qui sont égrenés au travers de conférences. Mais ce qui est important, c'est que le travail qui a été fait à ce moment-là, les témoignages qui ont été recueillis, ont été utilisés par des gens comme Christopher Mellon pour aller voir des membres du Congrès et leur dire, voilà, écoutez le témoignage de ces pilotes. Et donc le Congrès s'est emparé du sujet au prétexte que il y avait un sujet de sécurité dans l'espace aérien, et donc il fallait faire quelque chose. Et c'est ça qui explique le rebondissement, je dirais, en 2017. C'est-à-dire, comme il n'y avait pas de percée, ils ont décidé de mettre les vidéos sur Internet. Ouais. Voilà le processus. Alors justement, à propos de vidéos, on va regarder celle par laquelle, finalement, tout a basculé, et on en parle juste après. Dude, this is fucking drawn, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. Luc Digny, est-ce que c'est pas plus le fait qu'il y ait des engins qui violent l'espace aérien américain que l'hypothétique présence d'extraterrestres dans le ciel qui ait provoqué cet engouement? Parce que les Américains, la sûreté, c'est quelque chose qui les obsède, surtout après le 11 septembre. Du coup, c'est peut-être ça qui a provoqué l'émoi dans le public américain. C'est on a des choses qui croisent dans le ciel et nos pilotes qui sont sur des F-18 ou F-22, je sais plus quel F c'est, mais dans tous les cas, n'arrivent pas à maîtriser ce qu'ils voient. En effet, c'est le sujet qui a interpellé les Américains, les citoyens américains en général, et puis en particulier les membres du Congrès, bien sûr, qui s'interrogent à 2 titres. Y a-t-il véritablement des risques, des menaces qui pénètrent dans l'espace aérien? Et ensuite, que peut-on faire par rapport à ça? Alors, et je dirais même entre les deux, y a-t-il des programmes cachés? Bon, on voit bien que à la sortie, la réponse est oui, il se passe des choses dans l'espace aérien américain, de par les témoignages, pour l'essentiel, des pilotes de l'US Navy. Les pilotes de l'US Air Force sont muets. Il y a, je dirais, une différence d'attitude qui est évidente. Et l'US Air Force, c'est quand même, je dirais, le bras armé du Pentagone pour faire régner l'ordre dans l'espace aérien, d'accord, avec l'aviation civile. Bon, donc là-dessus, il y a un questionnement. Existe-t-il des programmes cachés? On va revenir à cette question. On ne sait pas très bien. Le programme A-Type, qui a été présenté comme un programme secret, en fait, a été mené, comme je l'expliquais, à l'initiative du Congrès et pas du Pentagone en tant que tel, parce que le Pentagone ne voulait pas mettre les mains dans le cambouis, en quelque sorte, d'accord? Il existe à l'évidence des choses, puisque depuis, voir le débat et la signature le 22 décembre par le président Biden de la nouvelle loi de programmation militaire pour 2024 américaine, il y a des articles tout à fait spécifiques du sujet UAP en disant attention, vous n'avez pas le droit de mener des programmes sur fonds secrets s'ils ne sont pas concernant les UAP, bien sûr, les PAN, s'ils ne sont pas expliqués aux commissions du Congrès. Donc là-dessus, il y a une vigilance. Et le fait qu'on oppose par ailleurs une confidentialité
et des clauses de secret de programmes spéciaux, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, Special Project, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des programmes classifiés, dont l'existence même est classifiée, donc connus des seuls initiés. Voilà, celui qui en fait pas partie, il sait pas que ça existe, point final. Voilà, et bien évidemment, il n'a pas l'information. Donc là, il y a une reconnaissance de secrets particuliers sur ce sujet-là. Alors, ça, c'est déjà, je dirais, une nouveauté. Hein, avant, c'était, il n'y a pas de sujet. Ouais. Et pour ce qui est de la sécurité dans l'espace aérien, il faut quand même bien avouer une chose, c'est que si on remonte à l'événement du tic-tac, là, l'affaire Nimitz, 2004. 2004, hein. 2004, vous êtes à 3 ans du 11 septembre, quand même. Je pense que l'US Air Force, à l'époque, et pas seulement la Navy, était quand même sur des charbons ardents pour garantir la sécurité de l'espace aérien, parce que, voilà... Surtout que vous avez été bien mauvais... en 2001. Il y avait un constat, de problèmes de menaces extérieures et pas vraiment de maîtrise de la menace à l'intérieur de l'espace aérien. Alors là, 150 nautiques de San Diego, on est très proche. Voilà. Alors, est-ce que finalement, vous parliez de l'US Air Force et de l'US Navy, on a quand même la sensation que ces objets ont toujours survolé le ciel américain, et notamment les eaux américaine. Pourquoi? Parce que c'est quand même là où se trouve la plus grande force nucléaire, sous-marins nucléaires, navires nucléaires, etc. Est-ce que, et je reviens au lien que beaucoup font entre ce nucléaire et ces ovnis, bon nombre d'observations ont été faites au-dessus des centrales nucléaires. Est-ce que vous y voyez pas finalement ce lien que moi j'évoque ici? Et que l'US Air Force, peut-être, ne voit pas, parce qu'ils sont sur les terres, un peu plus que les pilotes de l'US Navy. Alors, je serais nuancé dans l'analyse sur ce sujet. Il suffit de lire, effectivement, le rapport numéro 2 de l'ODNI et de l'ARO, donc, émis en janvier ou février 2023, où il n'y a pas énormément d'informations dedans, mais il y a un paragraphe spécifique en demandant une vigilance particulière autour d'installations sensibles, parmi lesquelles les centrales nucléaires, parmi lesquelles les sous-marins nucléaires, les silos, etc., et les zones de stockage. Bon, c'est un fait. C'est écrit par eux, donc on ne va pas dire bah non. Néanmoins, entre la terre et la mer, soyons clairs, il y a dans les archives dossier Blue Book des dossiers concernant des observations qui ont été faites à proximité de bases stratégiques américaines, avec des silos, des choses comme ça. Donc, il y a effectivement des observations qui ont été faites. Maintenant, il y en a d'autres qui sont faites dans l'espace aérien, par des pilotes civils, etc. Il n'y a pas de nucléaire autour, il y a un truc qui passe par là. C'est quoi? Donc, voilà, il faut... Et alors... Je voudrais terminer par le sujet du survol des installations sensibles, parmi lesquelles les centrales nucléaires. Je pense qu'il faut faire la part des choses. On ne peut pas affirmer, alors même que l'on sait que depuis les années 2012, dans ces eaux-là, il y a eu nombre de survols d'installations, on va dire, critiques. Des centrales nucléaires, mais des aéroports. Oui, bien sûr. Pas de nucléaire dans un aéroport. Par des drones, c'était pas des ovnis. Pourquoi? Il y a des gens qui sont payés pour faire des recherches. Il y a eu des organisations diverses et variées. Peut-être que dans certains cas, Alain Juillet l'avait évoqué dans une émission qu'on avait faite sur A-News, il y avait peut-être certaines organisations ou certains pays qui étaient derrière certaines actions. Donc il faut remettre les choses, je dirais, dans l'ordre. Et ne pas laisser entendre que voilà, tout ce qui se passe à proximité d'un aéroport, d'une centrale, etc., ce sont des vols massifs d'ovnis. Non. Je dirais, ça peut être même néfaste vis-à-vis du sujet en termes de crédibilité. Mais je pense que c'est néfaste parce qu'aujourd'hui, tout est ovni. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on voit un truc que l'on n'explique pas dans le ciel que c'est fatalement, et notamment extraterrestre. Parce que objet volant non identifié, ça peut tout dire, et ça peut aussi ne pas dire extraterrestre. Mais il en est qui ont des comportements qui sont plus que atypiques. Oui, et là, il y a vraiment un vrai sujet que j'ai abordé dans le livre, que l'on retrouve dans des ouvrages américains également. Là, il y a un vrai sujet d'interrogation sur les caractéristiques
Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, les mouvements erratiques de ces engins font que s'il y a un être humain à l'intérieur, il est un peu liquide à la sortie. Donc voilà. Oui, les rayonnements qui sont émis, ça. et ainsi de suite. Ouais. Alors, finalement, tout va démarrer si on fait un retour en arrière, parce que on parle beaucoup de ce sujet depuis 2017, bien qu'en 2004, on commençait déjà avec l'affaire du Nimitz à en parler, mais déjà les Américains en parlaient depuis très longtemps. On se souvient de cet événement, qui est la bataille de Los Angeles, 1942. Là, on est face à quelque chose pareil qui défie l'entendement, puisque toute l'armée américaine, bon, on est pas très loin de Pearl Harbor, donc fatalement, ils ont eu peur, ils se sont pris sur la tête quelques missiles, quelques obus, et là, tout d'un coup, ils disent, tiens, c'est à nouveau, on est à nouveau attaqué. Sauf que sur ce cas-là, on va envoyer X milliers d'obus dans le ciel et il ne va rien se passer. Donc là, déjà, c'était un sentiment, ou en tout cas un phénomène plutôt exogène quand même, Luc Dini. Oui, alors c'est un phénomène exogène. Bon, le monde de l'aéronautique s'organisait, hein, puisque je n'ai plus en tête la date exacte de la création de l'US Air Force. Mais je pense que c'est postérieur à cette date-là. Hein. Il y avait d'ailleurs dans beaucoup de pays, hein, les forces armées aériennes étaient plutôt rattachées à l'armée de terre, hein, l'armée. Voilà. Bon, on est dans un contexte qui est un contexte quand même de guerre mondiale, donc il faut bien voir aussi que les gens relativisaient. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui fait couler de l'encre, qui surprend, mais il y en avait bien d'autres qui se déroulaient avec des tas de morts à droite, à gauche. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans un autre, même s'il y a des crises, et des crises où il y a des victimes, évidemment, que l'on ne peut pas oublier, et on ne peut pas relativiser ce genre de choses. Néanmoins, le contexte de guerre mondiale qui existait à l'époque, je pense, avait tendance aussi à gommer, je dirais, les épiphénomènes comme la bataille de Los Angeles. Hein. Parce qu'il y a eu d'autres événements, et j'en veux pour preuve l'extrait que je vais vous diffuser, avec Jean-Claude Sidoun, qui a fait un bouquin sur l'histoire des ovnis, et il est venu ici nous parler des Foo Fighters. On va regarder cet extrait, et on se retrouve juste après. Le phénomène ovni, par moment, il est associé à ces fameuses boules lumineuses. Alors on a pensé, par la suite, hein, quand le projet Blue Book a été mis en place, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, on a pensé qu'il pouvait y avoir une concomitance entre les boules lumineuses et les observations d'ovnis. Mais ces boules lumineuses n'ont jamais disparu, en fait. On a cherché à savoir d'où elles pouvaient provenir. Bon, évidemment, on n'a pas d'explication. Hein. On sait une chose, c'est qu'on ne sait pas les faire. Mais ces fameuses boules donnent l'impression d'être intelligentes. Elles copient les mouvements des avions, elles copient les mouvements des aviateurs quand ils sont à l'intérieur. Donc en réalité, soit elle est programmée, cette fameuse boule lumineuse, ou soit elle est intelligente. Voilà, l'énigme des Foo Fighters, c'est bien sûr à votre disposition, vous qui nous regardez. Luc Dini, c'est Foo Fighters. C'est assez marrant parce que bon, Jean-Claude disait ça n'a jamais disparu. J'imagine que des boules, on en voit encore ici ou là, un peu partout. Il y a des témoignages d'ailleurs de pilotes qui disent j'ai vu une boule. Mais c'est fou que ce soit qu'il y ait eu une prolifération de ces boules lumineuses pendant le conflit. Là encore une fois, et je vous dis ça parce que je reçois beaucoup de gens ici et certains me disent, même Robert Salas qu'on avait reçu, qui me disait, qui avait dit à Egon Kragel qu'il avait interviewé. Peut-être que ce sont ces entités ou ce que l'on veut ou ces boules sont peut-être nos anges gardiens et que lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a quelque chose d'un peu tendu, on voit apparaître ces objets ou ces lumières. Alors, c'est pendant le conflit, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, on en a vu beaucoup. Et tous les pilotes, hein, quel que soit le bord. Hein. Oui, mais bon, c'est un peu là. Alors, d'abord, les Foo Fighters, qu'est-ce que ça peut être ? Il y a plusieurs hypothèses là-dessus. Bien sûr. Je pense qu'effectivement, c'est une manifestation du type Pan. Voilà. Certains ont d'autres hypothèses. Ils pensent que ça pourrait être des armes qui auraient été développées par l'industrie d'armement du Troisième Reich. Bon, très honnêtement,
même s'il y avait des avancées technologiques à cette époque, matérialiser des boules lumineuses comme ça, en faire des espèces, je dirais, de brouilleurs et autres, ça me paraît très fumeux. Mais on peut aussi imaginer une troisième hypothèse, qui n'est pas forcément privilégiée, et on va revenir aux boules lumineuses et au plasma si ça vous intéresse. Bien sûr. On peut imaginer aussi que l'ambiance de bombardements extrêmement intenses, qui produisent des détonations, qui soulèvent de la poussière, il y a des déflagrations, etc., pourrait aussi être à l'origine de phénomènes, je dirais, entre guillemets naturels, enfin de conséquences, sous la forme, je dirais, de boules lumineuses, de plasma, etc. On pourrait imaginer ça. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'on a un spécialiste de la foudre en boule et de phénomènes, je dirais, lumineux transitoires dans l'équipe, qui s'appelle Raymond Piccoli, qui dirige un labo de recherche sur la foudre. Mon propos n'est pas de tout expliquer et de laisser entendre que les pans, ce sont des plasmas et de la foudre. Pas du tout. Que c'est plus compliqué. Mais s'agissant des faux fighters, on peut aussi imaginer cette explication-là. Certains, maintenant, pas tous. Voilà, certains. Maintenant, soyons clairs, beaucoup d'avions en l'air, beaucoup de pilotes, donc forcément que ces pilotes qui sont aux aguets sont en situation de constater des choses. Faut-il voir une présence intentionnelle d'objets pour accompagner, pour visiter, etc. Tout ce que l'on peut dire factuellement, c'est que ces faux fighters ont bel et bien existé. Voilà. S'agit-il d'une manifestation de pan ? C'est bien possible. Voilà. Et à ce moment-là, ces boules lumineuses, ça peut être quoi ? C'est fait de quoi ? Et là, on débouche sur toute la question des caractéristiques des pans en termes d'énergie rayonnée. Parce que si vous prenez en 1957, donc c'est, je dirais, quelques années après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une observation qui est extrêmement réputée, c'est celle du RB47, avec pendant plusieurs heures un suivi d'objets émettant un rayonnement très intense, blanc bleuté, donc très énergétique, vu au radar, vu par les enregistreurs électromagnétiques de l'avion. Donc là, on a, je dirais, une présence de rayonnement caractérisée, enregistrée, physique. Il n'y a pas se dire c'est une hallucination, c'est vu par un équipage, c'est enregistré, et c'est vu par les radars au sol. Et ça va très vite, voire ça tourne autour de l'avion. Donc là, on a des caractéristiques, et on va dire, pour résumer, une des grandes interrogations, effectivement, c'est la signification de ces rayonnements électromagnétiques dans le spectre optique, voire infrarouge, et qui peuvent être très intenses. Qu'est-ce que ça signifie ? Certains peuvent penser que ce sont des phénomènes naturels. Nos travaux sur le sujet montrent qu'effectivement, il peut y avoir des boules lumineuses. On change de sujet, je parlais de détonation, etc., mais l'activité sismique peut générer des boules lumineuses dans notre rapport et dans certaines présentations que j'ai faites. On voit les Foo Fighters, vous avez présenté tout à l'heure, c'est une image qui est très connue. On voit également, par exemple, un endroit, 4 boules lumineuses rouges qui peuvent se déplacer à des vitesses relativement élevées, jusqu'à Mach 1, qui sont d'origine, on va dire, activité sismique. Et ce sont en fait des phénomènes qui se produisent de façon, enfin, sont des précurseurs à une activité sismique. On ne peut pas expliquer les pans uniquement avec ça. Et d'ailleurs, même si ça peut se déplacer vite, ça ne change pas de trajectoire à 90 degrés. Ça part pas, ça change pas de direction, ou il n'y a pas de point de récession en quelque sorte. Donc voilà, il y a des phénomènes naturels étranges que l'on connaît ou que l'on étudie, et puis il y a des phénomènes totalement inconnus. Ce sont ceux dont on parle, avec des caractéristiques qui sont plus qu'étonnantes. Alors, votre ouvrage Lumière sur les dossiers déclassifiés du Pentagone, il nous emmène inévitablement à penser au projet Blue Book. Parce que le projet Blue Book 52-69, je crois, si je ne m'abuse, il va ce projet être mis en place. Voilà, c'est un précurseur finalement du programme qu'on évoque depuis le début de l'émission. Et c'est toute l'ambiguïté qu'on a avec les Américains, c'est qu'on a la sensation que on veut donner
mais finalement on donne rien. J'ai eu pas mal d'experts qui m'ont dit que tout ce battage médiatique autour de ce sujet là aux États-Unis depuis 2017, finalement les commissions, etc., Louise Élison, donc tout ça c'était de la poudre aux yeux et que c'était un peu pour noyer le poisson. Alors c'est un débat qui est un débat compliqué. Bon, dans le livre, j'évoque 3 hypothèses, qui étaient un questionnement de départ et le questionnement que l'on a eu en particulier en 2018, quand les articles sont sortis. S'agit-il d'une mise en avant du sujet parce que, au fond, certains généraux, NORAD, etc., veulent plus de crédit de défense. N'oublions pas une chose que je souligne dans le livre également, c'est le changement d'environnement géostratégique en 2012-2013. N'oublions pas que dans les années, on va dire 2010, président Obama est arrivé, il y a un dialogue qui s'est instauré avec les Russes, qui avait commencé après le 11 septembre. Il y avait des idées de coopération entre l'OTAN, la Russie, il y avait même des projets. Donc le président, à l'époque, c'était le président Medvedev du côté russe, n'oublions pas le sommet OTAN-Russie. Donc il y a une période qui est un peu propice à un certain dialogue et à l'idée de certaines coopérations. Ces coopérations n'aboutissent pas pour un certain nombre de raisons, je ne vais pas développer ça ici, mais il n'empêche que le président Poutine, à ce moment-là, prend une posture, il endosse un costume qui est un peu différent, et devient quelque part plus, je dirais, plus agressif, et tient, je dirais, un discours qui est un discours où on coopère, où on est dans une situation de confrontation. C'était même le sujet d'une de leurs conférences organisées par le ministère de la Défense. Donc, ceci crée un climat, et effectivement, au niveau de la défense américaine, ce climat entraîne, je dirais, un besoin de crédits supplémentaires. Bon, les incursions dans l'espace aérien sont effectivement un prétexte, une raison plus exactement, pour dire il faut consolider notre système de défense. Bien sûr. Deuxième hypothèse, peut paraître farfelue, c'est de dire, il y a en fait des tendances qui s'affrontent. Ça ressemble beaucoup à ce que l'on observe aujourd'hui, quand on voit les débats au niveau du Congrès, quand on voit le débat sur la loi de programmation militaire, et l'opposition finalement à la divulgation d'informations, ça pose question. En tous les cas, ça répond à une question, y a-t-il des programmes spéciaux ? La réponse, je dirais, elle est là. Oui, il y a des clauses de secret qu'ils ne veulent pas lever. Et la troisième hypothèse, qui est peut-être largement fantaisiste, est de dire, oui, mais en réalité, poudre aux yeux ou pas, il y a, je dirais, une espèce, de pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'il y a un processus de divulgation, on peut imaginer ça en termes de techniques de communication, qui oppose deux parties apparemment, je dirais, antagonistes, mais qui en réalité vont conduire à une certaine divulgation. Bon, honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, la deuxième hypothèse paraît la plus plausible, et quand on écoute des gens comme Chris Mellon, alors évidemment qui sont des spécialistes du renseignement, etc., on peut penser qu'il y a véritablement une tentative du Congrès de faire la lumière sur un certain nombre de choses et un certain nombre de réticences au niveau du Pentagone pour des raisons qui leur appartiennent. Mais en tous les cas, clairement, il y a la clause de secret qui est opposée sur la divulgation de certaines informations. Chaque semaine, vous regardez BTLV gratuitement et nous vous en remercions. Mais sachez qu'en vous abonnant, vous soutenez un média libre et indépendant et vous garantissez son existence. En 12 ans, BTLV a su vous apporter des informations que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Vous proposer des invités exceptionnels, vous offrir une écoute, des échanges et ouvrir une fenêtre sur l'invisible, les ovnis, l'archéologie mystérieuse et la vie après la mort. Pour ces mêmes raisons, BTLV est mis au banc des accusés et on lui refuse toutes les subventions. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Que vous choisissiez de vous abonner au site btlv.fr ou de souscrire à notre chaîne YouTube, vous permettez à une équipe passionnée de produire des émissions passionnantes. On compte sur vous. Merci.
Quand je vous parlais je fais un pas en avant, deux pas en arrière, de camoufler, de divulgation déguisée, etc. J'en reviens à ce qui s'est passé le 13 mars 1997. On se souvient, en tout cas je me souviens, parce que moi le parrain de mon fils vit à Phoenix, en Arizona, et ce jour-là, il a été témoin de ceci. On regarde. Alors là, c'est impressionnant. J'aurais aimé voir ça. On a beaucoup discuté ici de ce sujet. Beaucoup m'ont dit, et l'armée a souvent dit, c'est des flares, etc. Bon, ça me paraît, mais complètement. Alors là, pour le coup, ubuesque de faire croire ça aux Américains. Je vous assure, moi qui vais souvent à Phoenix et quand je parle de cet événement-là, les gens étaient subjugué. Il y avait quelque chose dans le ciel qui était gigantesque. Gigantesque, qui couvrait une partie de la ville. Hein. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on dit et c'est pour ça que je dis, parce qu'on se souvient du maire de la ville qui était venu... gouverneur, voilà, avec son mannequin, et puis quelques années plus tard, il dit, on m'a obligé à faire ça. On m'a obligé à faire ça, à dire, et en fait, à faire de ce sujet un sujet folklorique. Ah bah, à l'évidence, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. Il y a, on va dire, une action de debunking, en tous les cas, qui est avérée par les dires du gouverneur, en disant, bah, moi aussi j'ai vu quelque chose, et bon, voilà, on a pris une posture, mais c'est pas la vérité. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a un changement. C'est le point numéro 1 que j'évoquais tout à l'heure, dans la posture américaine, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire aux gens, attendez, vous avez vu quelque chose, vous avez des hallucinations. La posture est de dire, vous avez vu quelque chose, il faut faire un rapport, on va regarder. Voilà. C'est un changement considérable. Je reviens à la France, et on pourra parler un peu de la Belgique, parce que j'ai une discussion très récente, d'ailleurs, avec un Belge qui a été témoin de la vague belge. De la vague belge, hein. On y reviendra. Bon, en France, c'est différent. En France, si vous regardez, moi j'ai eu accès, enfin, c'est pas un privilège, hein, à des documents qui ont été des rapports de gendarmerie datant, par exemple, de 1975. On a eu beaucoup de phénomènes qui ont été observés à ce moment-là. Les gendarmes écoutaient avec attention ce que venaient leur raconter les témoins. Quand on lit, j'ai eu accès, je dirais, à toute une liste de cas avec les appréciations, je dirais, des gendarmes qui se posent la question. Bon, le témoin dit 2 fois, etc. Voilà, les rapports sont faits avec attention. Les témoins étaient entendus. Je vous parle de 1975, pas de 1995. Et pas de 2015. Voilà, c'était il y a quelques décennies déjà. Donc, les postures sont pas les mêmes. Après, il y a la question des explications. Et il est vrai que le cas de Phoenix est un cas extrêmement étonnant, vu par énormément de témoins. En France, on a un cas, alors qui est un peu similaire, en tous les cas, par je dirais, le nombre de témoins. C'est le cas du 5 novembre 1990. Sur ce cas-là, les avis sont partagés. Il y a à l'évidence une rentrée atmosphérique, et j'en ai parlé avec le général Mignot, qui est intervenu lors des missions en commun, et qui m'avait montré les dessins qui avaient été faits par l'équipage. Ce que l'on peut dire objectivement, c'est que, il y a des observations qui ont été faites, y compris par les militaires. L'équipage de l'armée de l'air, qui a rendu compte, qui a décrit immédiatement, l'avion s'est reposé, voilà, et l'équipage a contacté la gendarmerie de l'air pour porter témoignage. Donc,
Et ces témoignages, on les retrouve dans les dossiers du GEPAN qui sont accessibles à tout le monde. Donc au passage, il n'y a pas d'omerta dans ce cas précis. Oui, Il sauf va y en avoir peut-être ailleurs. Sauf Velasco à l'époque avait dit c'est une rentrée atmosphérique. On l'a reçu quelques années plus tard ici. Il nous a dit il y avait une rentrée atmosphérique, mais il y a eu autre chose. Voilà. Alors j'y viens. Voilà, tout à fait. Et il est vrai que certaines observations sont très différentes de la typologie d'une rentrée atmosphérique. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le dessin, j'étais neutre dans l'approche, bien sûr très intrigué, mais je veux dire, ça, il traînait comme ça, c'est une rentrée atmosphérique, il y a peu de doute là-dessus. Mais l'impression de voir un corps massif, c'est ce que m'avait dit le général Mignot, ça avait vraiment impressionné l'équipage, et d'autres observations ont été faites ailleurs. Et il en est une. Jean-Gabriel Grélet avait vu un truc énorme. Alors, Jean-Gabriel Grélet expliquait des choses, effectivement, et puis il y a des témoignages qui ont été apportés par des pilotes de la RAF. C'est-à-dire qu'au même moment, vers 19h, vous aviez des tornados qui étaient en mission au-dessus de la Manche. Et donc, plusieurs pilotes ont vu un engin, c'est ce que je l'évoquais dans le livre et puis dans le rapport Sigma 2, un engin gros comme un Boeing 707 serait venu se placer à quelques centaines de yards devant leur avion. Il volait à peu près à 9000 mètres, Mach 09. Ce truc-là avait des lumières blanches, était entouré d'un nuage bleuté, et tout d'un coup, il accélère et disparaît. Bon. Ça, c'est pas le comportement d'une rentrée atmosphérique. C'est quoi? Je confirme. On ne sait pas. Ça peut être un engin de technologie furtive inconnue, pourquoi pas. Ça peut être autre chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la caractérisation, c'est le type de rayonnement, parce que ce sont des petits cailloux qu'on aligne, et de cas en cas, on essaye de voir s'il y a un lien, une ressemblance, voilà, et des causes physiques. Et là, et je vais en terminer, et je vais avec la vague belge, la physique que l'on traque, celle des rayonnements, je vous parlais du RB47, du rayonnement blanc-bleuté. Là, il y a du rayonnement bleu. Ça peut correspondre, en fait, à la création, je dirais, de zones de plasma, par exemple d'azote, qui est excité par un rayonnement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai discuté avec un Belge qui est à la tête d'un observatoire, qui a vu ces fameux engins triangulaires, donc de la vague belge, qui en a parlé avec d'autres. Et il citait un de ses amis qui, lui, avait vu passer une espèce d'engin triangulaire au-dessus de son immeuble et qui a entendu de l'eau couler après. Et en fait, oui, c'est la neige qui avait fondu. Donc, nous, on est vraiment sur la piste des rayonnements micro-ondes, des effets d'interaction avec l'électronique, des effets avec l'eau, avec la végétation, etc. Parce que ce sont autant de traces qui peuvent permettre de caractériser les rayonnements. Mais on en est là. Des effets aussi sur le corps humain, parce qu'on a ici, avec Egon Kragel évoqué, souvent des rencontres, des observations où les gens ont été brûlés, les gens ont déclenché des maladies, des choses comme ça. C'est effectivement... nous avons dans la commission un médecin qui est un cancérologue en retraite et qui est un expert des rayonnements, ionisants et non ionisants, qui a écrit un chapitre entier dans nos rapports sur la base de témoignages qui n'étaient pas des témoignages spécialement français, qui avaient été réunis par un certain Schussler, mais au niveau international, dont la France. Et lui s'est mis dans une position qui était de dire, voilà, quels sont les symptômes et quel est mon diagnostic. Et il a vraiment identifié des sources de rayonnement micro-ondes, de rayonnement d'effets thermiques, qui peuvent effectivement affecter le derme, affecter la vue, voire dans certains cas la mémoire, le circuit cardiovasculaire, ça dépend de l'intensité des atteintes, etc. Mais il a vraiment fait un diagnostic sur plein de cas, et qui semble avérer des rayonnements de type micro-ondes. Donc, quand on explique qu'un engin était au-dessus de l'eau, vous voyez, par exemple, dans l'histoire du tic-tac, nous, on est sur notre fin. Pourquoi? Parce qu'on voit la vidéo que vous avez passée tout à l'heure, c'est très intéressant. Mais au demeurant, on manque d'informations techniques qui seraient extrêmement utiles. Si le tic-tac a été observé, effectivement, au-dessus de la mer, à un moment donné, est-ce qu'on a détecté une tache thermique au niveau de l'eau? Parce que ces rayonnements qui sont présents, si l'engin vole à proximité de l'eau,
il peut y avoir une interaction, il peut y avoir un contraste thermique, et ça permettrait de caractériser tous ces effets que l'on essaye de traquer en quelque sorte. Parce que vous parlez des effets, on a eu pas mal, et notamment avec le Nimitz, pas mal de pilotes qui disaient que les engins étaient allés dans l'eau et qu'avant que ça aille dans l'eau, ça frisotait un petit peu, donc on a la sensation qu'il se passe quelque chose quand même. Donc, il se passe quelque chose, semble-t-il. Le problème, c'est que ce quelque chose n'est pas renseigné, n'est pas caractérisé. Ouais. Il est probable qu'ils ont des caractéristiques, mais ils ne les dévoilent pas. Donc sur la question numéro 2 de janvier 2018, voir le papier Sigma 2 sur le sujet, il n'y a pas de partage de données. Aujourd'hui, il y a un site qui a été ouvert l'été dernier par l'ARO, d'ailleurs auquel on accède, aussi, bien sûr, mais tout le monde peut y accéder. Hein, voilà. Vous tapez ARO et puis il n'y a pas grand-chose dedans. Non, il n'y a rien. Voilà, donc c'est juste... Mais c'est une démarche. Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a la sensation qu'il y a une volonté de divulguer petit à petit. C'est pour ça que j'aime bien faire la part des choses. C'est pour ça que quand on dit, oui, la posture américaine, voilà, il y a l'ARO, etc. En France, on est à la remorque. Bon, oui, j'aimerais bien qu'il y ait un programme similaire au programme SWAP, etc. Évidemment, avec des experts qui sont payés pour travailler sur le sujet et qui récupèrent les données, qui mettent les mains dans le cambouis. Maintenant, soyons clairs, nous avons des dossiers extrêmement intéressants sur le site du GEPAN, d'autres le sont moins. Et je peux vous dire, faisant partie du collège des experts du GEPAN, nous avons encore une réunion il n'y a pas longtemps. Les dossiers sont mis sur la table, il y a des opinions qui peuvent être contradictoires, il y a débat, il n'y a pas de solution imposée, et vous avez quand même des dossiers intéressants qui sortent. Vous voyez, donc l'histoire de Trans-en-Provence, il y a des analyses qui ont été faites auxquelles on se réfère. On aimerait pouvoir renouveler ce genre d'analyse et avoir un suivi par des universitaires. Ça, c'est une vraie question. Et c'est là où, du côté américain, par le truchement des institutions, mais aussi et surtout par la création de fondations et par des initiatives qui sont prises du côté universitaire, voire la Fondation Sol, les initiatives de Gary Nolan, etc., il peut y avoir des accélérations. Et là, chez nous, on n'est pas dans cette situation. Ça, c'est sûr. Je vais vous proposer de regarder Jérémy Corbel, que j'ai reçu ici, plusieurs fois d'ailleurs, et qui va évoquer dans l'extrait que je vais vous diffuser, justement, ce regard du gouvernement américain sur le dossier. The United States government has been really secretive about the UFO mystery. This is a time of unprecedented confirmation and acknowledgement of the UFO mystery, though. Ever since humanity has looked up into the skies and looked at the stars, we've wondered if we're alone. It is admitted that there were briefings at the Pentagon about craft made not on this earth, or not from this earth. So now we know that the United States government and other governments have been studying UFOs this whole time, that we were lied to intentionally. The fact there is any leaks at all about this, it shows you that you can't keep everything secret for all time. You know, these truths will be coming out. Très intéressant ce que dit Jérémy Corbel, parce qu'il dit on ne peut pas garder secret des informations. Et ça me ramène à plein de choses sur le sujet OVNI. Il y a un documentaire qui vient de sortir sur Bob Lazar, la zone 51. J'ai toujours été un peu, prudent quant à ça, parce que je me dis comment aujourd'hui, avec les téléphones portables, avec tout, on arriverait à cacher encore ce style d'engin sur lesquels les Américains feraient de la rétro-ingénierie. C'est ce que dit d'ailleurs David Grush ici, qui va lui, devant la commission, évoquer une récupération d'engins, etc. Quel crédit vous donnez à Monsieur Grush? C'est quand même un ex du renseignement. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui manifestement sait des choses.
J'ai du mal à imaginer, en tous les cas ça a été dit par des sénateurs américains, ou alors on navigue dans une grande mise en scène. C'était l'hypothèse numéro 3 que je qualifie moi-même de peu crédible aujourd'hui. Et certains le pensent. Mais oui, enfin, ça pourrait faire un très bon scénario de roman. Ouais. C'est-à-dire que, bon, vous êtes évidemment dans un esprit complotiste là-dedans, mais vous dites, bon, il y a quelque chose qui est en train d'apparaître à l'horizon. On a caché le sujet pendant des décennies. Le politique américain se dit comment je peux me sortir de ce truc-là, et on monte une opération de communication qui consiste à créer, je dirais, en fait, cette espèce, je dirais, de scénario du bon et du méchant, en quelque sorte, celui qui veut parler et celui qui veut pas, et à la fin des fins, l'institution triomphe, c'est-à-dire que l'on apporte la lumière et l'information. Bon, je dis que c'est de la fiction, ce que je suis en train de dire, bien entendu. On assiste plutôt à une lutte qui est assez tenace, et le fait est que David Grush prend des risques, explique qu'il a déposé un dossier classifié auprès de l'inspecteur général des services de renseignement, comme Lou Elizondo à une époque expliquait qu'il avait dévoilé des informations mais qui n'étaient pas classifiées. Bon, que l'on sache, il n'a pas été condamné. S'il avait transgressé les règles, probablement qu'il aurait eu des soucis. Donc, voilà, il y a un certain nombre de témoins qui apportent des informations. Le fait est que sur ces histoires d'UAP, aux États-Unis, je pense qu'il y a deux niveaux d'information qu'il faut séparer. Il y a un niveau d'information qui est celui que vous nous avez montré, c'est-à-dire ces vidéos, ces enregistrements qui sont intéressants et qui renferment sans doute beaucoup d'informations que l'on n'a pas. J'insiste, l'affaire Tic Tac, l'affaire Nimitz, il y a des enregistrements qui ont été faits, où sont-ils ? Ils sont certainement quelque part, ils ont été exploités parce que les Américains sont des professionnels, ils sont des experts, donc il ne paraît pas imaginable qu'il n'ait pas traité ce sujet-là, sauf que c'est traité dans des enceintes particulières, avec des gens qui sont habilités. Tout ça n'a pas été porté à la connaissance des scientifiques américains, qui d'ailleurs veulent suivre leur propre voie pour réunir des informations de leur côté, et donc ça reste dans un cercle fermé. Donc là déjà, l'information n'est pas dévoilée. On a des bribes. C'est de la com qui a son sens. On sait pourquoi, on en a parlé. Mais voilà. Après, il y a un autre niveau, qui est celui de la récupération d'engins, du rétro-engineering. Alors là, on est vraiment dans un autre contexte. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « qu'avez-vous enregistré avec vos télescopes, avec vos radars, etc. » Il s'agit effectivement de « avez-vous récupéré dans le cadre de programmes de recherche, des engins, des technologies, est-ce qu'il y a des équipes projets qui travaillent sur des rétro-engineering de ce truc-là » Alors là, on est vraiment dans un scénario qui est encore différent. Et sur lequel il est difficile de se prononcer. Tout ce que je peux dire, j'ai évoqué la déclassification, en tout cas les réponses qui sont apportées. Il y a des informations qui existent sur des programmes de veille et de récupération de technologies de rentrée atmosphérique, de satellites, etc., qui étaient organisées au travers des ambassades américaines à l'échelle mondiale, et dans lesquels les télégrammes montrent des signalements aussi bien de rentrée de satellites que de signalements d'OVNI, etc. Qu'en faisait-il ? Je n'en sais rien. On peut imaginer que, dans certains cas, il y avait peut-être des équipes de récupération de technologie. On a vu ça dans des tas de films. Ces films reflètent peut-être un peu la réalité de temps en temps. Donc voilà. Mais en tous les cas, il y a une base qui existe. Maintenant, il faut faire la différence entre le sujet rétro-engineering, qui agite évidemment le village du Congrès, parce que là, ces déclarations sont assez énormes. Quand on entend James Latkatsky, qui était le responsable pour la DIA du programme ASWAP, expliquer qu'il serait entré dans un engin d'origine inconnue, etc., bon, enfin voilà, vous lisez ça comme le bouquin de Jacques Vallée, Trinity. Bon, qu'en penser
beaucoup d'étonnement et d'interrogation. De l'étonnement et de l'interrogation. Ce qui est étonnant du côté français, c'est qu'on n'a aucun politique qui ose se positionner. Si, on a eu l'Argo, la nouvelle appli du gouvernement sur laquelle le ministre des Armées, je crois, on l'avait diffusé la vidéo ici, où le directeur de cabinet avait dit non, les ovnis, le GEPAN existe, etc. On s'en occupe. Bon, ils n'avaient pas été il n'avait pas été très loquace sur le sujet. Bon, c'était pas son boulot non plus, mais a contrario, aux États-Unis, on voit des Kirsten Gillibrand, on voit des Tim Burchett, des gens qui sont plutôt conservateurs déjà, se positionner. Et on a emmené finalement le dossier OVNI en politique. Pourquoi? Est-ce que vous le comprenez? Le dossier OVNI en politique parce que le sujet a été poussé, en tout cas ce sont les explications de Christopher Mellon, le sujet a été posé sur la table du Congrès par le biais de témoignages et des travaux menés dans le cadre du programme ASWAP, témoignages des pilotes de l'US Navy, disant « moi j'ai vu quelque chose », etc. C'était extrêmement intriguant, et c'était pendant nos manœuvres navales. Bon, donc ils ont croisé des engins d'origine inconnue, il y a les histoires de 2004, puis il y a les histoires de 2014-2015, puis beaucoup d'autres, puisque au fond, chaque fois qu'ils sortent un rapport, ils nous rajoutent quelques centaines de cas. Là, il y a 114 cas, je crois, qui sont visiblement... je crois que ça a été annoncé par la Haro, qui sont vraiment inexplicables. Très honnêtement, je finis par m'y perdre avec leurs statistiques. Oui, c'est ça. Ce que j'en ai retenu très simplement, c'est que sur les 300, 400 cas, on était à 179 à un moment donné. On est passé à 500 début d'année, puis à 900. Bon, donc il faut faire le tri là-dedans. Ce que l'on peut dire au fond, c'est qu'il y a un pourcentage qui est de l'ordre de 4 à 5% véritablement sans explication. Comme que le et que vu le nombre qu'il collecte, ça en fait possiblement deux par mois. Ouais, c'est ça. C'est quand même pas rien. Non. Ça mérite de l'intérêt. Donc voilà. Donc le fait que les membres du Congrès et du Sénat se soient saisis du sujet, il est lié au fond au témoignage de ces pilotes et à une situation contrastée par rapport à une négation du sujet. En France, il n'y a pas de négation. Il y a eu une déclaration de ministre de la Défense, qui remonte maintenant à 50 ans. Oui, c'est ça. Ouais. 1974. Mais voilà, le GEPAN a été créé, il continue ses activités, et il y a effectivement un intérêt pour le sujet qui reste mesuré et qui ne fait pas l'actualité de tous les jours. Oui, voilà. Puis on a surtout la sensation quand même que le politique français, il a peur d'être pris pour un zinzin, comme disait Louis de Funès, je crois. Je suis zinzin. Alors que les Américains, plutôt, sont assez ouverts sur le sujet et y vont, donc sans être pris pour des fous. Il y a ce côté un peu... D'ailleurs, c'est très difficile. Moi-même, venant des médias classiques, quand j'ai ouvert BTLV, ça a toujours tout de suite été la moquerie, télé-UFO, télé-OVNI, radio-OVNI, etc. Ils ont peut-être peur, un peu plus peur, les politiques français, finalement, de se mouiller. Honnêtement, je sais pas si c'est une question de peur ou de crainte. Je pense qu'il y a une question qui est une question d'agenda et de priorité. C'est-à-dire que très clairement, si on prend des sujets largement liés, on va dire, à la sécurité, à la défense, c'est pas les ovnis. Quand on parle, comme ça a été le cas à un moment donné, de survol d'installations par des drones, d'incursions, etc., il y a eu débat à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que je dis d'ailleurs, quand on pourrait transposer les sujets en disant oui, mais attendez, en réalité, c'était des ovnis. Encore une fois, qu'il y ait eu des objets inconnus au milieu, c'est pas impossible. Et il y a des cas, le cas de la centrale Golfech, par exemple, pose question. Mais on peut pas imaginer inventer un débat fictif
Il y a eu débat à l'Assemblée avec des tas de gens sérieux. Il y a des vrais sujets qui sont des sujets liés aux problèmes de drones, etc., qui sont traités sérieusement. C'est traité par l'armée de l'air, c'est traité par le ministère des Armées, etc. Il y a d'autres sujets qui sont des sujets qui se produisent qu'en Europe, la crise d'Ukraine, etc. Et tout ça occupe largement les esprits, je pense, au jour le jour. Bien sûr. Il n'y a pas de situation critique sur le sujet des pans. De notre côté, au niveau de Sigma 2, on prend ça comme un sujet sur lequel il faut creuser, il faut travailler. On n'est pas dans une urgence quotidienne comme peuvent le rencontrer des politiques ou des décideurs de haut niveau. Pourquoi, Luc Dini, le sujet OVNI est souvent synonyme de États-Unis d'Amérique? C'est-à-dire qu'on a la sensation que les extraterrestres, si jamais ces engins sont pilotés par des entités biologiques exogènes ou intelligentes, elles viennent voir les Américains. Est-ce que nous, on est plus discret? Est-ce que on parle pas? Aucun pilote français de l'armée aujourd'hui, à part Jack Crane à l'époque quand il était et d'ailleurs il a attendu de ne plus l'être pour en parler. Aucun pilote français aujourd'hui de l'armée. Mon beau-père était pilote de chasse, lieutenant-colonel. Enfin, il a fini colonel. Il n'a jamais parlé de quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf en privé, d'accord, mais jamais en public. Ouais. It's a deep, dark secret. I don't think, my personal opinion is, I don't think they are ever going to let this out. I don't think there's ever going to come a day when the U.S. president stands up and makes an announcement that, yes, it's true, we have visitors from somewhere else, we have recovered saucers, we have crash retrievals and reverse engineering programs. They're never going to say it. For a couple of reasons. One is national security concerns. Our government, our secret government, is in a race to understand the technology. They've had these materials stashed away in the hangars of aerospace giants and defense contractors for decades, and they haven't been able to make much progress in figuring out the technology. We know that the Russians and the Chinese are also in a race for that technology, and whoever gets it, whoever builds it, whoever duplicates it, wins. It is so extraordinary what these things are capable of. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. David Rush appears before Congress, testifies under oath that we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies, and we've been studying this stuff, and we haven't figured it out. And it is stashed in the deepest, darkest corners of the U.S. government, and they are never going to let it out. BTLV. Explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. C'est vrai. Il y a néanmoins un certain nombre de témoignages, alors qui sont emblématiques. Ils sont rares, donc ils sont emblématiques. Il y a Jack Crane, que vous connaissez. Il y a Bruno Mignot, qui a expliqué l'état d'esprit. Il a quand même été patron du Centre national des opérations aériennes. Donc là, on est, je dirais, avec du lourd. Au fond, au niveau du cerveau qui analyse en permanence la situation. Et ce qu'il expliquait, c'est plutôt le stigma, pour utiliser le terme américain. Un stigmate consiste à dire, si je parle de ce truc-là, on va me prendre pour un rigolo, je vais me faire charrier. Ouais. Bon, alors d'autres peuvent penser qu'il peut y avoir peut-être des pressions plus fortes. Je pense que il y a la question du professionnalisme, et pour avoir eu l'occasion de discuter en off avec certains pilotes qui ont vu des choses, c'est un peu comme dans l'affaire du BOC du côté civil. On cherche pas forcément à faire un procès-verbal, à remplir des papiers, etc., parce que c'est une source d'embêtement. C'est une source de questionnement. On peut se moquer des gens, on peut les brancarder, voilà. Et les gens ont envie d'être tranquilles. Si, à l'inverse, et c'est en train de changer, justement, parce que j'ai eu personnellement des appels ou des mails venant de pilotes disant « j'ai vu un truc, etc. Vous en pensez quoi ?» Alors j'ai dit « Écoutez, d'abord, pas grand-chose, apportez votre témoignage au GEPAN, ils vont vérifier, etc. Je peux vous recommander.
Et puis bon, l'explication vient dans certains cas, c'était Starlink, c'est des satellites qui se croisent, qui sont illuminés par le soleil, et voilà. Donc on trouve des explications. Il peut y avoir des cas, et c'est là justement où il doit y avoir une incitation en disant, vous pouvez vous trouver face à un cas qui, pour le coup, ne correspond pas aux explications habituelles. Eh bien, il serait bien d'avoir des checklists et de renseigner au maximum l'observation que vous faites. Ça peut être utile après. Et de le faire suffisamment rapidement. Voilà une incitation qui n'est pas une incitation, je dirais, à créer de l'angoisse, de l'anxiété, mais au contraire à recueillir des éléments d'observation objectifs qui peuvent être utiles. Et ça, c'est déjà une démarche intéressante. Et les professionnels de l'aéronautique peuvent contribuer. Il n'y a pas de raison. Bien sûr. Voilà. Il y a quelque chose qu'on a vu cette année et qui est assez symptomatique de l'évolution du phénomène, c'est l'implication de la NASA. Alors, la NASA, qui quand même croise, comme disait Clairvoy sur BTLV, on n'est pas sorti du port en matière de conquête spatiale, on va pas très très loin encore avec nos engins. Mais quoi qu'il en soit, la NASA, pour la première fois, par la voix de Bill Nelson, qui est très intrigué par ce sujet, a proposé à ses ingénieurs, à ses chercheurs, de travailler sur le sujet sans être, et c'est très important, raillés, stigmatisés, moqués comme ça a pu l'être, comme ils ont pu l'être dans les années précédentes. Ça, c'est une évolution caractérisée quand même du phénomène. Alors c'est une évolution caractérisée du phénomène qui a quelques explications. Ces explications sont liées d'abord, premièrement, je dirais, à la personnalité de la personne qui est à la tête de la NASA. Nelson est un ancien astronaute. Il a été au Congrès. Et encore une fois, Chris Mellon explique que lorsqu'ils ont mis en place le programme ASWAP, Nelson en était. Il y avait communication entre Harry Reid et lui. Et donc, lorsqu'il a pris ses fonctions à la tête de la NASA, il n'a pas oublié le passé. Il n'a pas oublié ce programme de recherche et donc a considéré qu'il fallait que la NASA soit positionnée sur le sujet. Enfin, la NASA, aujourd'hui, apparaît comment ? Apparaît comme un organisme à la fois étatique et en même temps indépendant, se positionne comme le porte-emblème de la communauté scientifique. Or, la communauté scientifique, aujourd'hui, elle n'est pas associée du tout aux actions du Pentagone. Elle est quelque part, vous avez des associations, des sociétés savantes, un peu comme la 3F, alors qui sont spécialisées sur des aspects OVNI. La 3F, comme je l'ai expliqué, a un spectre qui est large, et essaye de prendre des initiatives. Il y a Galileo, il y en a d'autres, le SCU avec lequel on travaille, et la NASA, dans son rapport dit indépendant, avec un financement, alors c'est pas les 22 millions de dollars, c'était 100 kilodollars, me semble-t-il. Alors là, c'est une mini-goutte. Ils ont sorti un rapport qui a permis d'afficher une position et de commencer à montrer des images. Souvenons-nous que le 31 mai, il y a cette fameuse conférence, et le docteur Sean Kirkpatrick, qui est le patron de l'ARO, est monté à bord de cette conférence. Il n'est pas l'organisateur, il est partie prenante, et il arrive avec un premier tableau avec le portrait robot, en quelque sorte, de ces pans qui ont été observés par l'US Navy. Donc, il commence à soulever le voile un petit peu là, sur quelques caractéristiques. Donc, ils avèrent le sujet. Et la NASA est dans cette espèce de rôle. Nous sommes, je dirais, à la tête de la communauté scientifique. C'est notre rôle. Alors depuis, ils ont fait nommer quelqu'un qui est le représentant attaché à l'ARO, donc au sein du bureau là, de l'intelligence du renseignement de défense, qui est le correspondant. Et puis, ils essayent d'exister, sachant que leur étude n'a pas été étayée par des données classifiées du Pentagone, en tous les cas c'est ce qu'ils disent. Il y a d'ailleurs questionnement sur les accès que le patron de l'ARO ou l'ex-patron de l'ARO avait quant au dossier du Pentagone. Quelle habilitation a-t-il ? Quelle connaissance a-t-il des cas ? Mais ils sont dans le paysage, voilà. La NASA existe. Il y a des correspondances entre la NASA et le
et le CNES, puisque lors de l'organisation du séminaire Caipan en 2022, le CNES avait invité un représentant de la NASA à faire une introduction sur leurs travaux. Alors, Bill Nelson, ancien astronaute, quid de tous les témoignages de ces anciens astronautes qui disent avoir vu aussi des choses et qui, comme d'habitude, n'ont parlé qu'après leur activité officielle. Je dis ça parce que il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui balayent d'un revers dans la main tous ces témoignages, qui disent c'est n'importe quoi, plein de scientifiques, il y a plein de scientifiques qui disent ça, il y a plein il suffit de voir à chaque fois le traitement dans des grandes chaînes du sujet. Une fois sur deux, on est un peu moqué, il y a la musique d'X-Files et vas-y, on y retourne à chaque fois. Je dis ça parce que les gens qui se moquent un peu du sujet, ou même les scientifiques, disent de toute façon, les distances sont trop importantes pour que des engins exogènes de civilisations intelligentes extraterrestres puissent venir nous voir. À la Sigma 2, vous imaginez, j'imagine que vous avez évoqué ces distances, ces possibilités. Avec Philippe Guillemont, avec lequel on travaille, on se dit peut-être qu'il y a une multidimension, peut-être que ces engins viennent d'une dimension parallèle et que le voile se déchire et qu'on peut les voir. Tout ça, c'est très intéressant quand même. C'est le fait qu'ils peuvent pas venir nous voir parce que c'est trop loin et le fait quand même qu'on les voit apparaître. C'est effectivement, c'est une grande question. Je pense que, et là c'est une opinion personnelle, mais néanmoins je dirais partagée au travers de nos analyses, les caractéristiques que l'on observe. Et j'insiste encore une fois, il faut beaucoup plus de données et de mesures pour pouvoir progresser. Donc voilà, quand on parle de la cinématique, il faut pas en parler, il faut la mesurer avec précision. Il faut mesurer les rayonnements dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de là, on peut commencer, je dirais, à essayer de rassembler les pièces d'un puzzle. D'accord ? Si vous avez juste quelques pièces, c'est difficile d'imaginer la même picture. Bon. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il y a effectivement des thématiques intéressantes en termes de théorie physique à explorer. Et d'ailleurs, je reviens à Latkatsky, dans le livre, on a la liste des fameux mini-rapports, white papers, les DIRD du programme ASWAP, sur, par exemple, le contrôle de gravitation. Bon, vous savez que dans notre équipe, on a un ancien du CNES, qui était un spécialiste de propulsion spatiale, qui a pondu un document extrêmement intéressant qu'il a fait paraître la fondation de Broglie, sur la relation possible, rien n'est démontré, soyons clairs, entre les lois du rayonnement électromagnétique, les lois de Maxwell, et la relativité générale. La question étant, sous l'influence d'un champ électromagnétique très intense, mais quand on dit intense, il faut beaucoup d'énergie, est-ce qu'il pourrait y avoir une altération locale du champ de gravitation? Si c'était le cas, si on savait, enfin il y a beaucoup de si et de conditionnels, si on savait produire ce genre de champ, peut-être pourrait-on effectivement créer en fait une espèce de propulsion par, je dirais, une espèce de rebond dans le champ gravitationnel. Bon, il a travaillé là-dessus. Et quand on lit le bouquin américain, il y a tout un ensemble de thématiques de ce type-là. Donc effectivement, il faut qu'il y ait des recherches théoriques par rapport à ces choses-là et des recherches expérimentales qui permettraient, à la faveur de certains phénomènes, peut-être, de recaler les choses, les modèles. Mais, encore une fois, pour coller à la trace des pans, il faut avoir des réseaux d'observation, non pas locaux, mais qui permettent d'avoir une couverture telle, et on a des idées là-dessus, parce qu'il existe déjà des choses, par exemple pour traquer les météorites, de pouvoir analyser les trajectoires, les changements de trajectoire, de pouvoir analyser le spectre rayonné, et peut-être, et j'en viens donc à la question que vous évoquiez, c'est-à-dire voyage en distance, mais vous savez, quand on regarde, pour moi il y a un exemple qui est flagrant, c'est une évidence.
Nous avons des télescopes hypersensibles qui font des miracles, qui permettent de capter de la lumière qui vient de 13 milliards d'années, voire plus, enfin bref. Donc on scanne quoi? On scanne pas le fond de l'œil, on scanne le fond de l'univers perceptible. Perceptible. Le reste, on ne sait pas. D'une lumière primordiale qui met 13 milliards d'années à nous parvenir. Bon, donc ce que vous avez, c'est pas l'image du moment, c'est l'image d'il y a 13 milliards d'années. Donc vous voyez bien que les photons qui voyagent à 300 000 km/s, vitesse de la lumière, mettent un temps. Ils voyagent dans le temps, en réalité. Ils ont voyagé dans le temps. Donc, je pense que s'il y avait, au fond, une forme d'intelligence qui vienne d'ailleurs, de toute façon, c'est un voyage dans l'espace et c'est un voyage dans le temps. Mais déjà, elle voit le passé. Si elles nous observent, ces entités. Parce que la distance, elle est la même dans les photons, c'est la même dans des deux côtés. C'est-à-dire que s'il y a une intelligence extraterrestre à des millions et des millions de kilomètres de la Terre, quand elle observe la Terre, si elle a les moyens de le faire, elle voit les dinosaures, elle voit même des trucs qui n'existent même pas. Donc, et c'est ça aussi, c'est ce que les sceptiques disent, mais quel est l'intérêt pour ces extraterrestres de venir sur un truc où il n'y a rien? Parce que s'ils nous voient de loin, c'est qu'il n'y a rien. Donc, ils ont des arguments qui sont parfois défendables, ces sceptiques. Donc, moi, j'ai envie de dire, dans nos travaux et dans mes réflections personnelles, même si en tant que tel, je peux me poser ces questions qui sont naturelles, et même philosophiques. Et d'ailleurs, on a un philosophe dans l'équipe qui nous fait des planches très intéressantes de temps en temps. La question n'est pas de raisonner sur la motivation de visiteurs éventuels. La question est de caractériser les phénomènes que l'on observe et à partir de là, d'arriver effectivement à mieux connaître la physique qui les entoure et imaginer, c'est une image que je vais utiliser, mais qui permet quand même de sentir les choses. Imaginez que vous ayez au fond un objet, un phénomène qui voyage dans un milieu, par exemple le milieu liquide, et qui émerge à la surface. Bon, si vous arrivez à caractériser au fond l'interférence entre cet objet qui fait surface et le milieu dans lequel on vit, qui est le milieu, je dirais, aérien, vous allez voir à la frontière un certain nombre d'interactions. La mesure de ces interactions peut donner des idées, au fond, sur l'interaction entre les deux milieux, des lois de propagation, etc. Et peut-être déceler des anomalies. Lesquelles anomalies pourraient peut-être accéder, je dirais, permettre d'accéder à une réflexion sur la manifestation, peut-être, d'autres dimensions, etc. Donc là, il s'agit de science, il s'agit de physique, il s'agit de travaux théoriques, de mesures. On est loin de qu'est-ce qui est passé par le cerveau d'une entité qui viendrait de je ne sais où. Ça, c'est une autre histoire. Mais la présence du phénomène, ses caractéristiques, peuvent être révélateurs de nouveaux pans de la physique, peut-être extrêmement intéressants d'explorer. Voilà. Est-ce que, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il faut peut-être pas, et ça je m'adresse à tous les sceptiques qui soient auréolés de quelques diplômes que ce soit, est-ce qu'il ne faut pas finalement envisager ce sujet par le prisme d'entités qui auraient beaucoup plus de connaissances que nous? On voit bien en 100 ans la technologie terrienne, comment elle a évolué. On est, et vous et moi, d'une génération où c'était en noir et blanc et on rêvait quand on voyait un film de science-fiction avec un téléphone portable aujourd'hui on voit tout, on est donc est-ce que c'est pas ça finalement la clé, c'est se dire attendez les gars, on n'est pas les seuls dans l'univers, on n'est pas les premiers, on est peut-être arrivé bien après certaines entités qui ont développé les technologies bien avant la nôtre et qui dépassent la vitesse de la lumière et des choses comme ça. La probabilité est sans doute pas à zéro. Ben oui. Bon, voilà. Y a-t-il d'autres civilisations? Encore une fois, certains savants, Descartes et d'autres, se sont beaucoup interrogés là-dessus. Il y a vraiment eu des travaux. Je crois que c'est... alors, je ne sais plus si c'est Kepler ou Galilée. Enfin,
peut-être bien Galilée qui avait écrit là, Le Messager des étoiles, etc. Donc, il y a des savants qui ont réfléchi à ça quelques siècles en arrière, et ils étaient loin d'imaginer ce que l'on voit aujourd'hui, gravité, bien sûr. Starlink, imaginez la station spatiale, quelqu'un qui voit un mini-drone se poser dans son jardin au 19e siècle. Je pense qu'il serait surpris et il penserait peut-être à un ovni. Bon, là, c'est nous qui avons créé, mais il n'est pas exclu que d'autres choses aient été créées ailleurs. Bien sûr. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est se rapprocher des phénomènes et les étudier sérieusement. Luc Dini, merci d'être venu nous présenter vos réflexions, et notamment via ce bouquin OVNI, Lumière sur les dossiers déclassifiés du Pentagone, c'est chez Michel Lafon. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver une nouvelle fois pour parler de tout cela. Tout à fait, et d'ailleurs dans le livre, je parle également des travaux menés par les Russes, car il n'y a pas que le Pentagone, il y a eu des travaux menés ailleurs, on a parlé de la France bien sûr, mais en Angleterre, en Russie, etc. On a un spécialiste ici qui a vécu en Russie, qui s'appelle François Garigeau, qui a longtemps évoqué ces sujets par le prisme russe. Merci infiniment. C'est moi. À très bientôt et merci de nous avoir suivis. Salut.